Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet assez pointu, mais super important dans le droit des étrangers en France. L'admission exceptionnelle au séjour. C'est une voie possible pour être régularisé, mais attention, c'est loin, très loin d'être automatique. Allez, on regarde ensemble comment ça marche. Et du coup, la question qui se pose, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut obtenir un titre de séjour en France, même si on ne remplit pas tous les critères standards? C'est justement tout l'enjeu de cette procédure, l'admission exceptionnelle au séjour. Bon, pour s'y retrouver, voilà le plan. D'abord, on va définir ce que c'est, cette admission exceptionnelle. Ensuite, on verra les deux grandes portes d'entrée, la famille et le travail. Après ça, on parlera du rôle du préfet, c'est vraiment le point central, et on finira avec les démarches et surtout, ce qui a changé récemment. Allez, on commence par le début. L'admission exceptionnelle, qu'est-ce que c'est exactement? C'est super important de bien comprendre la base avant d'aller plus loin. Alors, l'AES, c'est ce qu'on appelle une procédure, disons, qui sort de l'ordinaire. C'est prévu par la loi, à l'article L 435-1 du Code de l'immigration. En gros, ça donne le pouvoir au préfet de donner un titre de séjour en se basant sur des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. C'est un peu la solution pour des cas très particuliers qui, autrement, ne rentreraient dans aucune case. Et là, attention, c'est la grosse différence. D'habitude, pour un titre de séjour, si on remplit les conditions, c'est un droit. L'administration est obligée de le donner. Point. Mais avec l'admission exceptionnelle, non. Ce n'est pas un droit. C'est une possibilité. L'administration a ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire. Elle peut dire oui ou elle peut dire non. Retenez bien ce terme, pouvoir discrétionnaire, parce que c'est vraiment le cœur de tout le système. Ok, donc concrètement, comment ça se passe si on veut faire une demande? Eh bien, il y a principalement deux grandes pistes à explorer. La première, c'est la vie privée et familiale. La deuxième, c'est le travail. La loi fait bien la différence entre les deux, et il y a un ordre à respecter, c'est important. Le préfet est obligé de regarder le dossier, d'abord sous l'angle de la vie privée et familiale. Et c'est seulement si ça ne marche pas, seulement à ce moment-là, qu'il passe à l'examen sous l'angle du travail. Alors pour le premier cas, la vie privée et familiale, le préfet va regarder plein de choses. La durée de présence en France, bien sûr, c'est un point central. D'ailleurs, maintenant, on parle souvent de 7 ans comme d'un indicateur important. Mais il y a aussi l'intensité des liens familiaux. Est-ce qu'ils sont solides, anciens? Le niveau d'intégration dans la société française est aussi scruté. Et puis, il y a des cas plus spécifiques, des situations humanitaires comme une maladie ou même des talents exceptionnels ou des services rendus à la France. Maintenant, la deuxième voie, le travail. Attention, avoir un contrat de travail ou une promesse d'embauche, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Le préfet va bien au-delà. Il va regarder les qualifications, l'expérience, les diplômes, mais aussi le type de poste proposé. Est-ce que l'employeur respecte bien la loi? Et, point très important, est-ce que c'est un secteur où on a du mal à recruter? Bref, c'est vraiment une analyse complète du dossier professionnel. On arrive maintenant au troisième point, et là, on touche vraiment au nerf de la guerre, le rôle du préfet. C'est là que tout se joue. Toute la complexité de la procédure, elle vient de là, de ce fameux pouvoir d'appréciation dont on parlait tout à l'heure. Et cette phrase du Conseil d'État, elle dit tout. Le préfet a un pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En français simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas juste cocher des cases sur une liste, non. Il doit regarder tout le dossier, la situation dans son ensemble, pour se faire sa propre idée. Mais attention, et c'est une nuance très importante, discrétionnaire, ça ne veut pas dire arbitraire. Le préfet ne peut pas décider sur un coup de tête, comme ça, au hasard. Sa décision doit être basée sur des éléments concrets du dossier. Et d'ailleurs, elle peut être contrôlée par un juge. Le juge peut annuler la décision s'il considère qu'il y a ce qu'on appelle en droit une erreur manifeste d'appréciation. En fait, la loi est très claire là-dessus. Elle oblige le préfet à faire un examen qui soit à la fois approfondi, objectif et vraiment individualisé. Ça veut dire que chaque dossier est unique, chaque histoire est différente. Et donc, il n'y a pas de réponse toute faite, pas de solution automatique. Allez, dernière partie. On va voir le côté pratique. Comment on fait la demande? Et surtout, on va parler de ce qui a changé ces derniers temps. Et on verra que le paysage a été pas mal bouleversé. Alors là, l'évolution est vraiment marquante. Pour comprendre, il faut remonter un peu. En 2012, il y a eu la fameuse circulaire Valls. C'était une sorte de guide public pour les préfectures avec des critères assez clairs. Sauf qu'en 2015, le Conseil d'État est venu dire que, ce n'était pas si contraignant que ça. Et puis, le gros changement, le tournant, c'est la nouvelle loi qui a tout simplement annulé cette circulaire. Fini la grille de lecture publique.
Et les conséquences, elles sont très concrètes. Avant, on avait des critères clairs et publics, par exemple 5 ans de présence pour la vie familiale. Maintenant, on parle juste d'orientation générale, sans chiffre précis. Le repère pour la résidence, il passe plutôt à 7 ans et on demande un meilleur niveau de français. Résultat des courses, beaucoup moins de transparence. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de savoir à l'avance si un dossier a des chances de passer ou non. Par contre, il y a un truc qui ne change pas, c'est l'ordre d'examen. On l'a déjà dit, mais c'est important, le préfet regarde toujours d'abord le côté familial, et seulement après, si ça ne colle pas, il regarde le côté travail. Et pour que tout ça ne reste pas trop abstrait, un chiffre. 31 250. C'est le nombre de personnes qui ont été régularisées via cette procédure d'admission exceptionnelle en 2024. 31 250. Ça montre que, même si c'est compliqué, ce n'est pas juste de la théorie. Ça change vraiment la vie de dizaines de milliers de personnes chaque année. On termine donc là-dessus avec une question qui reste un peu en suspens. Sans guide officiel, sans critères clairs et publics, qu'est-ce qui fait qu'un cas est exceptionnel aujourd'hui ? La réponse, en fait, elle dépend plus que jamais de l'appréciation de chaque préfet au cas par cas. Ça ouvre une période d'incertitude encore plus grande dans un domaine qui était déjà bien complexe. Et c'est finalement ça toute l'ambiguïté de l'admission exceptionnelle au séjour.